Bien, bonjour à tous. Donc je vais vous faire une petite présentation donc sur la performance écologique et les leviers pour viser l'excellence. Donc on va brosser les principaux items qui vous permettent justement d'arriver à un objectif de baisser la pression des maladies dans la majorité des cas, parce que c'est ce qui permet vraiment de garder une qualité du parcours intéressante. Donc dans les paramètres, on va attendre qu'ils aient terminé. Voilà. Dans les paramètres qu'on va voir, donc les évolutions réglementaires, il y a une diapo juste pour resituer un petit peu le débat. Un petit aperçu sur la gestion des maladies, des adventices, des ravageurs, des maladies et les différents leviers qu'on va brosser qui permettent de maintenir une qualité du gazon sportif. L'évolution réglementaire, comme vous le savez maintenant, tout ce qui était avec accès non réglementé, non maîtrisé, donc est interdit au 1er juillet 2022. Le message, c'est que nous sommes vraiment dans la dernière ligne droite. 1er janvier 2025, on parle d'interdiction, donc il reste un an. Dans un an, à la même période, on sera à quelques mois de l'échéance fatidique. Alors tout le monde espère, c'est bien français, une dérogation qui va nous prolonger. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la loi est ce qu'elle est. Il nous resterait donc plus que des produits UAB ou biocontrôle. Donc il est grand temps de revenir à des notions un peu agronomiques dans certains cas pour limiter cette pression maladie. Donc les trois problématiques que ça occasionne, c'est la gestion donc des adventices, la gestion des ravageurs et la gestion donc des maladies. Donc on va les rebalayer tous les trois. En ce qui concerne donc la gestion des adventices, je dirais que la première économie à ne pas faire, c'est de lever le pied sur la fertilisation. Plus votre gazon va être dense, plus vous allez regarnir de façon régulière, plus vous allez fermer le milieu et moins vous aurez de pousses adventices. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, le désherbage mécanique. Aujourd'hui, forcément, on va devoir muter dans nos façons de faire. Donc, il y a l'arrivée des RC trilles qui aujourd'hui donne quand même de très très bons résultats. Donc pour lutter à la fois contre les mousses, mais tout ce qui va être enracinement superficiel. Vous avez des systèmes là comme Ege que je cite, parce qu'en fait on peut différencier le diamètre des dents, ça paraît pas, mais entre une dent diamètre 6 et une diamètre 5, vous êtes beaucoup plus agressif et vous avez vraiment une notion de désherbage qui devient très intéressante. Donc il y a une forte évolution quand même dans ce domaine-là. L'arrivée des robots désherbeurs, aujourd'hui il y a deux sociétés qui arrivent sur le marché, Natuition et puis Icy Green, deux concepts bien différents, mais qui sont des systèmes de désherbage autonomes. Moi, les derniers essais qu'on a vus il y a encore quelques mois, franchement, commencent à tenir la route. Les robots arrivent à se guider de façon fiable. On n'est pas loin du 80% d'efficacité quand même. Donc je pense que vous allez voir à Paysalia, il y en a qui seront exposés pour ceux qui se rendront sur ces salons à la fin d'année. On a une belle évolution qui arrive avec les robots désherbeurs. Et puis la gestion de l'arrosage va jouer aussi un rôle, puisqu'on s'aperçoit que dès qu'il y a un manque d'eau, forcément les graminées rentrent en dormance. Et donc là, on a des graminées estivales ou certaines dicotylédones qui ont des besoins en eau beaucoup plus réduits, qui vont en profiter pour prendre la place à ce moment-là. En ce qui concerne donc la lutte contre tous les ravageurs, je dirais aujourd'hui d'autoriser, vous avez donc essentiellement des nématodes, vous en avez vu sur le stand de Syngenta notamment, donc différents types de nématodes pour lutter contre les hannetons, les tipules, les courtirielles et noctuelles, donc sont autorisés.
Il y a dans le tuyau des produits à base de bactéries. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des efficacités sur hanneton qui étaient extrêmement bonnes, de l'ordre de 90% d'efficacité. Donc, c'est des produits qui sont attendus pour 2025 en principe. Ils espèrent avoir une dérogation dès l'année prochaine. Donc, il y a vraiment des solutions qui arrivent avec des niveaux d'efficacité qui sont vraiment corrects. Voilà. Donc, ça donne quand même de l'espoir. Et puis, forcément, j'ai occulté la partie chimique classique, avec la Céleprin pour les greens de golf qui a eu une homologation récemment. En ce qui concerne la gestion des maladies, donc là, pour qu'une maladie se présente, très important, il faut déjà que le pathogène soit présent. Mais après, quels sont les facteurs qui font qu'à un moment donné, cette maladie, elle va émerger beaucoup plus et sur certains parcours et pas sur d'autres ou certains terrains de foot. Donc, on a essayé de les brosser. Donc là, ça serait très long si on voulait rentrer dans chaque détail. Donc forcément, je vais rester malheureusement assez superficiel. La gestion de l'humidité de surface, la fréquence et la qualité de tonte, l'accumulation de la matière organique, c'est ce qu'on va retrouver plus ou moins dans la partie fertilité des sols. Ça a été une des conférences qui a été proposée aux 48 heures, le déséquilibre, l'efficience de la nutrition, la spécificité des espèces. Il y a eu aussi une intervention sur tout ce qui était inversion de flore sur les parcours, les températures, la compaction, l'équilibre air-eau, la gestion de l'eau, pareil, ça a été des conférences qui ont été proposées dans le cadre des 48 heures, et le manque de lumière. Voilà un petit peu les différents items qu'on va revoir, les différents leviers en fait qu'on va revoir donc les uns après les autres. En ce qui concerne le déséquilibre et l'efficience de la nutrition, donc il y a vraiment deux piliers qui pour moi sont extrêmement importants, la nutrition de la plante et la stimulation foliaire. Voilà, il faut vraiment raisonner les apports avec des unités, des solutions qui soient efficientes en fonction de la période de l'année et que ce soit sur des entrants granulés ou liquides. Et puis la stimulation foliaire, donc là dans certains cas on va parler de stimulation racinaire, on va parler d'anticarentiel, on va parler de relance de la croissance, de résistance à des stress et de protection de la plante. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans la stimulation foliaire, j'ai volontairement englobé la partie fertilisante et la partie biostimulation. Voilà, comme ça on a un terme qui est un petit peu générique, mais qui permet, je dirais, de balayer un petit peu les deux. Donc, en ce qui concerne la partie nutrition de la plante, donc c'est bien maîtriser évidemment la nutrition sans excès ou carence. Alors, c'est facile à dire, mais dans le concret, forcément, une plante en bonne santé sera naturellement moins sensible aux maladies. Donc, l'analyse de sol, très important, faites-la de façon régulière, vous permet de constater des carences ou des excès, tout comme l'analyse foliaire qui vous permet de mesurer réellement ce qui est pénétré à l'intérieur de la plante. On va éviter donc des formes d'azote, certaines formes d'azote en fonction des périodes de l'année. Il y a certaines formes d'azote au niveau d'un engrais racinaire, par exemple des formes ammoniacales qui sont extrêmement intéressantes. Par contre, en foliaire, elles n'ont aucune efficience. Voilà, donc on va prioriser telle ou telle forme d'azote. Pour être simple, aujourd'hui, j'ai essayé de regrouper les différentes grandes familles d'engrais qu'on peut retrouver sur le marché. Les engrais avec azote organique de synthèse. Donc là, on retrouve des formules type isodure, uréformaldéhyde, on a des méthylénurés, il y a tout un tas de produits, du crotodure aussi dans certains cas. Et donc ces libérations, ces différentes formes vont se libérer en fonction de l'hydrolyse pour l'isodure, en fonction de la température ou des activités biologiques, l'activité bactérienne du sol. Donc, en fonction de la période de l'année, si je veux que mon produit réponde, je peux privilégier tel ou tel type de technologie. Les engrais enrobés, ils permettent une libération essentiellement en fonction de la température, ce qu'on appelle aussi une libération programmée. Au-dessus de 5 degrés, l'effet coquille se resserre. Alors, il faut quand même de l'humidité pour que la partie osmose se fasse, mais je dirais que vous avez essentiellement une libération en fonction de la température. Tout ce qui va être engrais organique, azote organique, donc la libération se fait essentiellement en fonction de la température et de l'action des micro-organismes. Et puis, je dirais, il y a tout ce qui va être autour des organominéraux. Donc là, forcément, on a une libération qui va être en séquence, en fonction des températures et des micro-organismes aussi. Voilà. Et puis, on a ces fertilisants solubles ou liquides qui permettent d'ajuster les besoins au plus près de la plante. À chaque fois, l'objectif, c'est vraiment de favoriser la densité du tapis végétal
réduire au maximum les risques de lessivage, hein, et raisonner économiquement le coût des unités apportées. Ça, c'est très important. Quand on compare bêtement le prix d'un engrais, vous avez, par exemple, si je prends le cas des engrais enrobés, des produits qui ont 25-30% d'azote enrobé, il y en a qui en ont 50, il y en a qui en ont 75. Forcément, à un moment donné, le produit va se libérer. Enfin, je vais être cru, mais quand vous avez mangé une choucroute, vous n'avez pas envie d'en manger une deuxième. Donc si à un moment donné l'engrais se libère de façon rapide, la plante n'arrivera pas à tout absorber, donc vous allez avoir une partie qui va être lessivée, et puis en plus vous n'aurez pas fait d'économie du tout, puisque voilà, il aurait mieux valu raisonner quelque part, en amener moins, mais garder un produit très efficient avec beaucoup plus d'azote retard pour justement suivre au plus près les besoins de la plante. On va le voir qu'après tous ces pics de libération, ils sont pas sans action, hein. Forcément, à un moment donné, quand on a des émergences de maladies, ben, souvent, c'est l'azote qui va servir de carburant quand même. Alors, ça, c'est juste une diapo pour rappeler un peu l'importance aussi du NPK. À chaque fois qu'on parle de plan de nutrition, on parle de NPK systématiquement. Aujourd'hui, bon, ben, forcément, les fertilisants, c'est des macros, c'est des micronutriments. Aujourd'hui, un macronutriment, c'est 2 à 3% de la matière sèche dans une plante. Les micronutriments, c'est 1%, mais une plante, elle est avant tout composée de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. C'est 96% de la matière sèche d'une plante. Voilà. Donc, voilà, c'est juste pour resituer un petit peu le débat par rapport aux fertilisants. En ce qui concerne la stimulation foliaire et les biostimulants, donc là, j'ai bien englobé les deux. Donc, la partie, je dirais, plutôt fertilisante, donc avec le complément nutritionnel, l'anticarentiel, la relance de la croissance, hein, la résistance à des stress hydriques ou thermiques, la partie optimisation des réserves pour la plante. On va voir un petit peu l'intérêt des efficiences dans un deuxième temps, là. La protection de la plante avec, là, cette fois, des effets antioxydants. Donc souvent, c'est des produits à base de polyphénol. Les stimulations racinaires, on retrouve tout ce qui va être chitosant, donc qui est une préparation préoccupante, hein, PPP. Et puis ça peut être des produits à base d'algues. Alors on en parle énormément de produits à base d'algues. Je vais faire un petit focus sur une diapo simplement. Tous ces produits à base d'algues, si vous voulez, ben, souvent c'est des polysaccharides sulfatés, hein, qui ont la capacité vraiment de pénétrer dans la cellule et qui donnent un signal. Et la plante naturellement va stimuler ces systèmes de défense. Et puis on va avoir des protections physiques, notamment, bah, c'est tous les produits à base de silice, hein, qui arrivent en ce moment sur le marché. Donc voilà. Donc deux petits flashs, enfin deux petits focus tout de suite que je vais vous présenter. Donc sur l'efficience de la nutrition foliaire et puis sur les algues. Dans un sol, bon, on a souvent des problèmes d'eau dure, hein, donc bon, bah, vous avez tous déjà vu des systèmes comme celui-là. Ben, on s'aperçoit que, par exemple, essentiellement sur des sols minéraux, bien sûr, mais quand le pH est élevé, ben, vous avez tout un tas d'oligos, que ce soit le fer, le manganèse, le bore, ben, qui sont plus disponibles pour la plante. Uniquement parce que, quelque part, le pH est trop élevé. Donc ça, c'est, je dirais, une base importante, mais ce qui veut dire que même s'il est présent sur l'analyse de sol, il ne sera pas forcément assimilable pour la plante. Ensuite, vous avez tous les antagonismes ou les synergies, hein, ce qu'on appelle les interactions entre nutriments. Forcément, bah, si vous avez un problème de magnésium, il va occasionner un problème sur le calcium et la potasse, et ainsi de suite. Donc tout est imbriqué l'un dans l'autre, ce qui veut dire qu'à un moment donné, dès qu'on se déraille, c'est ce qu'on appelle un petit peu la loi du minimum, bah, vous avez tout de suite, vous allez avoir des conséquences sur des assimilations de différents éléments. Et je dirais que vous allez avoir une plante bah, qui n'a plus un menu équilibré comme elle doit l'être. Alors il y a des études qui ont été croisées. Alors ce tableau, il peut être discutable ou pas, mais en gros, c'est des études qui ont été faites sur des supports essentiellement en terre-sable à l'époque. Donc, par rapport à tout ce qui est substrat hybride aujourd'hui, vous allez me dire, c'est pas forcément juste. Mais d'un autre côté, ça n'a jamais été aussi juste, puisqu'on n'a jamais été sur des sols aussi artificiels. Donc, je dirais que ça donne quand même une très bonne tendance. Si on prend le cas, donc, ce tableau-là, en gros, c'est une équivalence entre une unité qu'on va apporter en complément foliaire et ce qu'il faudra apporter en équivalence au sol avec un engrais granulé. Alors je vais essayer d'être clair, c'est-à-dire que je fais un complément foliaire. Quand vous faites un traitement foliaire, vous allez amener 2-3 unités à l'hectare maximum. Et donc l'intérêt, ben, on a l'efficience. Si vous prenez l'azote, vous voyez, le ratio moyen est de 1,4. En gros, ça va de 1,5 à 1,7. Donc en gros, entre 3 et 4,
vous vous dites que quand vous amenez une unité en foliaire, c'est comme si vous en ameniez 3. On sait très bien qu'un excès d'azote l'été sur des terrains de sport, on a un risque de péricularia qui est très élevé. Souvent, on a fait un scalpage, on vient de réimplanter un nouveau mélange, on veut quand même aller assez vite, donc on a tendance à faire des apports autour de 35-40 unités d'azote, et là, on commence à être sur des zones de surchauffe par mois, hein, et donc forcément, tout d'un coup, la maladie explose, et puis là, ça vous pète à la tronche. Donc, je dirais l'intérêt, c'est d'amener un engrais de fond sur une dose beaucoup plus réduite, et venir faire des petits compléments ponctuels, donc une unité foliaire, ça peut être des engrais organiques, ça pose aucun problème, ça existe, qui sont souvent à base d'acide amylé d'ailleurs, et donc qui vont vous permettre donc de réduire fortement pendant ces périodes à risque vos apports. Donc ça vient vraiment en complément de la fertilisation racinaire. Si on prend la potasse, on a un ratio qui va de 1 à 20, vous voyez, en moyenne. Le phosphore, 1 à 20, donc ça c'est normal. On sait que dans les sols calcaires, on a des phénomènes de rétrogradation de phosphore qui sont très importants. Donc là, on a vraiment un effet phosphore qui est très intéressant en complément foliaire. La potasse 1 à 6, le calcium 1 à 35. Regardez le magnésium, c'est ça le plus important, 1 à 75. Le magnésium, c'est le noyau dur de la chlorophylle. Si vous n'avez pas de magnésium, vous n'avez pas de croissance. Votre croissance est bloquée instantanément. Et souvent, quand on a des sols avec des taux de saturation en calcium qui sont élevés, soit par ça peut être par l'arrosage, avec des bicarbonates, des choses comme ça, vous allez avoir donc à un moment donné une saturation de votre CEC, et forcément elle vient directement en concurrence de votre magnésium. Donc le magnésium en complément foliaire, il est extrêmement important, surtout sur des périodes automnales où la lumière va baisser. Et là, vous allez vraiment renforcer votre plante. Le soufre 1 à 5, le fer on va de 1 à 60, le manganèse de 1 à 30, le cuivre 1 à 35, voilà. Encore un coup, c'est des fourchettes. Chaque fois, vous avez vu, le fer, ça peut aller de 25 à 100, suivant les études. Encore un coup, 60 étant une moyenne. En ce qui concerne donc les algues, aujourd'hui, beaucoup de fabricants proposent des produits à base d'algues. Donc, il faut savoir que sur le marché, il y a 3 types d'algues, des algues vertes, des algues rouges, des algues brunes. Même si on dit des algues, c'est complètement, c'est des plantes qui ont jusqu'à 100 millions d'années de différence. C'est une différence énorme. Une algue verte, elle pousse entre 3 et 4 semaines. Une algue rouge va pousser entre 4 et 5 mois. Et puis une algue brune peut pousser pendant plusieurs années. Donc, on a vraiment une composition radicalement différente d'une algue à une autre. Et qu'est-ce que nous permettent d'apporter les algues? Pourquoi on parle tant des algues aujourd'hui sur les gazons? Une algue, elle va apporter des activités nutritionnelles directes, c'est-à-dire un menu très intéressant, et elles vont amener une vraie activité biologique. Pourquoi? Parce que au niveau de l'activité biologique, elles contiennent jusqu'à 70% d'algues. Pour certaines, 70% de la matière sèche, c'est des chaînes de sucre, c'est des polysaccharides. Et donc ces chaînes de sucre vont nourrir toute l'activité biologique et donc augmenter forcément l'assimilation. Je vous fais pas de dessin sur l'activité biologique du sol. Autre point donc que contiennent les algues, donc des protéines, c'est des chaînes d'acides aminés, des lipides, des minéraux, des pigments, des vitamines. Et puis on va retrouver des polyphénols, des hormones de croissance, des stéroïdes, etc. Donc un menu qui est extrêmement équilibré, qui va renforcer votre plante. C'est comme un peu une cure de vitamine, vitamine C pour les humains, qui fait qu'à un moment donné, vous êtes en bien meilleure santé. Et donc quitte à faire, on se sert des acides aminés pour faire pénétrer tout ça dans la plante, et puis avoir une plante qui est en pleine santé. Ok? Donc essentiellement sur une assimilation foliaire. Deuxième point qui est extrêmement important, c'est l'accumulation de la matière organique. On sait que si la matière organique n'est pas transformée, elle s'accumule. On a un feutre qui va augmenter. Et donc, pour éviter cette accumulation de feutre, je dirais, on va devoir faire tout un tas d'opérations. Donc, il faut savoir que c'est dans le feutre que se stockent la plupart des spores de maladies. Donc, forcément, si vous avez beaucoup de feutre, vous allez avoir un risque de maladie, notamment sur green de golf, donc c'est essentiellement le sclérotinial de leur spot, sur des terrains de sport, ça peut être tout un tas d'autres maladies. Voilà. Et puis l'effet feutre, évidemment, retient un petit peu l'humidité, donc ça provoque aussi des remontées de racines. Donc, quels sont les moyens de lutte? Évidemment, c'est le travail mécanique, des feutrages. Ça peut être des aérations à loucher, ça peut être du scalpage.
Alors, je vous mets juste un petit focus, mais je vais revenir un petit peu après sur le redox. Beaucoup de personnes parlent du redox aujourd'hui, donc il faut savoir que la plupart des fertilisants que vous apportez sont des réducteurs, hein, à part tout ce qui est à base de nitrate. Et donc l'intérêt de l'opération mécanique, évidemment, c'est d'oxygéner le sol. Vous allez avoir un développement de l'activité biologique qui est beaucoup plus intéressante. Et puis l'oxygénation, forcément, va vous amener une oxydation et donc une oxydoréduction à terme. Donc vous allez avoir un effet très très bénéfique aussi sur la plante, en effet indirect. Voilà. C'est quand même, voilà, c'est extrêmement important, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui tous ceux qui ont un peu levé le pied sur le mécanique ont quand même beaucoup plus de maladies, et une micro-pointe, c'est pas forcément un louchet creux, hein. C'est vraiment complémentaire, et voilà, c'est flagrant. Très très souvent, c'est le mécanique qui pêche. Donc l'analyse de sol vous permet de mesurer votre évolution de la matière organique, ça c'est important. Il faut bien la maîtriser, ça on vient d'en parler. Et puis pour dynamiser cette transformation de la matière organique, hein, et relancer donc tout ce qui va être autour de la fertilité des sols, eh ben on peut faire des apports de zéolite, on peut mettre des extraits d'algues qui contiennent donc des sucres. On peut apporter des micro-organismes, il y en a qui sont disponibles, voilà, et puis des produits qui vont être riches en polysaccharides. Voilà. Il existe aujourd'hui des procédés de bioamplification de bactéries pour décomposer le feutre. Donc en gros, vous faites une analyse microbiologique de votre sol. Ces bactéries sont mises en culture et sont réintroduites dans un deuxième temps. C'est extrêmement intéressant. Enfin, on a fait pas mal de relevés là sur ces dernières années. On divise quasiment par 2 les épaisseurs de feutre et on multiplie par 2 les profondeurs de racines. Donc vraiment, c'est voilà, et c'est sur des bactéries du coup, pour le coup, qui sont indigènes à votre sol, donc qui sont assez intéressantes. La sensibilité des espèces de gazon. Donc là, je passe relativement vite puisqu'il y a eu déjà un focus dans le cadre des 48 heures. Hein. Donc conserver une bonne couverture végétale avec des regarnissages fréquents, bien sûr. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, bon, il faut absolument lutter contre le pâturage annuel et puis implanter des espèces donc qui soient plus résistantes aux maladies. Donc le pâturage annuel aujourd'hui est naturellement plus sensible aux anthracnoses. Donc bien souvent, ça va être une source de foyers de maladies. Et puis on a, comme on le sait, donc sur les terrains de sport, le raigré anglais est quand même une variété sur laquelle on peut pas se passer parce que il faut un temps de réactivité. Aujourd'hui, quand vous devez jouer sur un terrain de sport au bout de 6-8 semaines, vous n'avez pas le choix que de semer des raigras. Mais on sait que c'est des espèces qui sont assez sensibles à la périculariose. Enfin, plus sensibles. C'est pareil, il y a eu des interventions sur la périculariose pendant les 48 heures. Donc là, voilà, on parle de transition écologique, on parle d'inversion de flore, etc. Donc pendant des années, on a travaillé des espèces gazonnantes, donc pour la tolérante à la sécheresse, à la chaleur, au piétinement. Là, il y a eu un progrès énormément, enfin franchement énorme. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le métier maintenant. Sur les dernières années de sécheresse qu'on a, on a des mélanges qui rentrent en dormance, qui ont une résilience qui redémarre après, mais c'est spectaculaire. Franchement, vous avez pratiquement pas de regarnissage à faire. Par contre, il faut bien fertiliser avant la mise en dormance et juste après pour que la plante se densifie. Mais franchement, vous avez vraiment des espèces qui encaissent maintenant parfaitement ces différences. Donc je dirais, la sélection variétale a vraiment évolué. Et ce qui vient de changer, c'est la réglementation par rapport aux fongicides. Et aujourd'hui, tout le monde voudrait avoir des variétés qui résistent, qui soient tolérantes aux maladies. Donc aujourd'hui, on parle de tolérance ou de sensibilité. Mais il faut savoir, entre le moment où vous avez une variété en pépinière, puis qu'elle soit inscrite au GVS et qu'elle soit commercialisable, il va se passer plus de 10 ans. Hein. Donc aujourd'hui, les semenciers font des essais dans les chambres climatiques, etc. Ils essayent d'avoir des rythmes accélérés. Ils jouent sur l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, pour essayer d'aller plus vite, etc. Mais voilà, aujourd'hui, on peut pas parler de résistance. Franchement, ça serait vraiment, c'est du leurre. Voilà, faut être clair. Et on a vu qu'en plus, il y a des souches de maladies d'un continent à l'autre qui peuvent être différentes. Les souches des péricularias américaines ne sont pas les mêmes que les européennes. Donc vous voyez, ça complexifie encore le discours. En ce qui concerne la gestion de l'eau, c'est un point qui est extrêmement important. Même si, voilà. Donc la qualité de l'irrigation, les horaires auxquels vous allez arroser, c'est extrêmement important.
C'est tout bête, hein, mais vous arrosez le soir quand le sol est chaud, forcément vous avez un risque de maladie plus important. Moi, je vous invite à utiliser des sondes, soit des sondes portatives, soit des sondes que vous mettez de façon fixe. On a des clients qui sont équipés de sondes qui ont économisé jusqu'à 30% d'eau cette année, hein, entre deux terrains. Donc une vraie économie d'eau et forcément une baisse immédiate des maladies, hein. Si vous êtes en surarrosage, ben vous allez avoir une explosion. Dans un sol, vous devez avoir 25% d'eau, 25% d'air. C'est indispensable, hein. Si vous déséquilibrez d'un côté ou de l'autre, ben vous avez plus cette oxydation, donc vous avez plus ce potentiel redox. Votre plante peut consommer jusqu'à 90% de son énergie pour s'adapter au milieu, donc elle pousse plus, elle est en stress permanent. Donc voilà, l'équilibre RO est extrêmement important. Donc on a vu que le mécanique joue évidemment un rôle, mais la gestion de l'eau, elle est extrêmement importante. L'analyse de sol peut vous donner l'ARFU, hein, donc combien votre sol est capable de retenir d'eau. On peut faire des études de porosité capillaire, de drainage, etc. Donc pour vraiment apporter l'eau nécessaire. Voilà, et ça vous indique les fréquences et les quantités d'eau qu'il faut apporter de façon optimum. Après, il faut optimiser la circulation et le stockage de l'eau. On a aujourd'hui des mouillants de dernière génération qui viennent d'arriver, où avant on avait des mouillants qui étaient à la fois mouillants, pénétrants. Aujourd'hui, on a vraiment soit des pénétrants, soit des hydratants. Donc en fonction des périodes de l'année, ben, je dirais qu'on va rechercher soit à maintenir un peu d'humidité dans le sol, s'il fait extrêmement chaud, et puis sur des périodes plus intermédiaires comme en ce moment, au contraire, on va chercher à évacuer un maximum l'eau, puisqu'il fait encore doux, pour éviter justement les départs de maladies et les risques d'asphyxie. Après, donc, on peut limiter aussi la transpiration de la plante. Donc, on l'a vu, les apports de silice en foliaire jouent donc un rôle intéressant, donc et limitent en fait l'évapotranspiration, hein, tout simplement. C'est un petit peu des antitranspirants. Et quand la silice, elle pénètre dans la plante, donc il y a des formes de silice aujourd'hui sous forme monomérique acide orthosilicique, hein, donc c'est monomères, c'est des molécules extrêmement petites. Hein, et donc grâce aux algues, en fait, on a réussi à faire des formes de silice qui sont capables de pénétrer à l'intérieur de la plante. Donc là, on joue sur les périodes de la paroi cellulaire, carrément. Et donc, on va réguler l'ouverture des stomates. Donc ça sera extrêmement intéressant dans ce cadre-là. La fréquence et la qualité de tonte. Alors c'est bête de parler de ça, mais c'est un problème qu'on voit régulièrement, malheureusement. Donc le respect de la hauteur de tonde, ça c'est bien respecté, il n'y a aucun problème, un tiers maximum. On affûte sa tondeuse, tout le monde a déjà vu les petits cheveux d'ange là, quand une tondeuse est mal affûtée, hein. Des fois faut pas hésiter, c'est-à-dire si vous tondez les fairways d'un golf, ben des fois vous êtes obligé de remettre un petit coup de clé en cours de tonte, parce que ben, vous apercevez que votre contre-lame il y a une usure qui s'est faite, hein. Le ramassage quand c'est possible, et puis le nettoyage et la désinfection après chaque tonte. Mais au moins le nettoyage, c'est vraiment essentiel. Je vois trop de tondeuses qui sont pas nettoyées aujourd'hui. C'est des viviers, mais c'est presque, enfin c'est la première chose qu'on vous apprend en école de greenkeeping, mais c'est extrêmement important. Voilà, c'est vraiment de la prophylaxie. Ensuite, on peut utiliser des polyphénols qui ont des effets antioxydants et qui peuvent créer une membrane protectrice, mais je dirais surtout la désinfection, nettoyage du matériel. En ce qui concerne donc l'humidité de surface, oui, tous ces différents leviers vont vous permettre à un moment donné, ben, si tout est bien agencé, toutes les planètes sont alignées, ben, vous aurez un résultat qui sera optimum, hein. Donc l'humidité de surface, volontairement, on l'a bien séparée de la gestion de l'eau. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on a trop d'humidité à gérer, eh ben, on sait que plus de 10 heures d'humidité consécutive, vous risquez d'avoir une émergence de maladie qui va arriver très très vite. Donc, il y a différentes solutions. Évidemment, des mouillants de dernière génération qui sont cette fois des pénétrants, donc à utiliser à cette époxy, hein, qui ont des effets anti-rosés. Ça peut être dans certains cas des zones ombragées. C'est tout bête, hein. Vous avez tous les ans, tous les matins, vous avez un green qui est à l'ombre jusqu'à 11 heures. Ben, comme par hasard, c'est là que vous allez toujours avoir les mêmes départs. Bon, alors quand c'est une tribune sur un terrain de foot, vous n'allez pas démonter la tribune, hein. Il faut faire avec, malheureusement. Donc ensuite, faire tomber la rosée quand c'est possible. Donc ça peut être un tout petit arrosage qui fait tomber la goutte d'eau, hein, tout simplement. Et puis le travail d'aération mécanique. Cette fois, on parle bien de micro-pointe qui va nous permettre de gérer cette humidité de surface.
mais qui n'a strictement rien à voir donc avec un travail plus profond. On va le voir tout à l'heure. Je vous ai juste mis une petite illustration sur des résultats sur des mouillants de dernière génération. Vous voyez, 5 jours après l'application, on augmente la vitesse de pénétration de l'eau jusqu'à 85%. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est des acides carboxyliques. On a vraiment fait un pas de géant sur les dernières générations de mouillants. Autre levier, la compaction du sol et l'équilibre aéro. Donc je dirais que le sol est un milieu vivant, hein, donc l'équilibre de l'air et de l'eau est extrêmement importante pour favoriser tout ce qui va être micro-organismes, éliminer donc limiter tout ce qui va être anaérobie. Hein, donc sinon vous risquez d'avoir le phénomène de black layer qui est illustré. Voilà. Donc les différents facteurs, donc l'analyse de sol, comme je le disais, va vous permettre de regarder en fonction des différentes porosités votre taux de compaction. Et puis la gestion de l'irrigation, on en a parlé aussi. Et là, par contre, on va parler vraiment de décompactage, puisque l'idée, c'est vraiment de redonner de l'air à votre sol pour que l'oxydation puisse se faire naturellement et donc avoir une action directe sur votre redox. Donc les sablages, évidemment, c'est des solutions. Donc le sablage est extrêmement important. Attention à la courbe granulométrique du sable que vous allez apporter. Hein, ça fait partie des bases aussi. Dans certains cas, sur des terrains de sport, vous pouvez alterner sable pouzzolane avec des formes un peu plus angulaires. Le cholage, si c'est des terrains argilo-limoneux, plutôt sur des fairways. Et puis les apports de zéolite qui vont vous permettre aussi d'apporter un équilibre aéro, puisqu'une zéolite est capable de se charger jusqu'à 30% de son poids en eau. Hein. Voilà, les fentes de suintement, les drainages. Et puis, voilà, on peut mesurer cette compaction. Il existe des outils pour mesurer aussi ces taux de compaction. Ensuite, la température. Donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des très très gros écarts qui provoquent donc des stress importants. Plus le sol va avoir tendance à être sableux, plus je dirais, on va avoir des amplitudes qui vont être importantes par rapport à un sol normal qui tamponne quand même beaucoup plus. Donc, les solutions pour faire baisser la température, ça va être cette fois des mouillants de dernière génération, où là, on va garder de l'eau dans le sol. On va stocker jusqu'à 17% d'humidité en permanence. Hein. Et puis à l'inverse, quand on va tomber dans les périodes hivernales, on a des mouillants qui permettent d'éviter le point de congélation. Ou à ce moment-là, ça peut être des équilibres quand vous fertilisez. Donc à l'automne, vous faites des apports de potasse. Vous jouez directement sur le liquide intracellulaire, donc l'action du potassium va jouer sur les cytoplasmes, donc vous allez avoir aussi un point de gel qui va baisser naturellement. Et puis on peut utiliser des charbons végétales, il y a des gens qui sont présents sur les 48 heures, avec des faibles granulométries qui fonctionnent aussi. Voilà, ça va être la dernière diapo quasiment. Donc le manque de lumière joue un rôle important aussi. Donc sur les grands stades, évidemment, ils ont des lampes de luminothérapie. Et je dirais que naturellement, pour compenser le baisse de lumière, vous faites des apports de fer, de magnésie, d'oligo-éléments. Et là, vous allez renforcer votre photosynthèse et votre plante va être beaucoup plus forte dans ces périodes hivernales. Et voilà, j'en ai terminé. Donc on a brossé de façon assez superficielle parce qu'on n'avait que 20 minutes malheureusement, mais on aurait pu rentrer en détail dans chaque item et aller beaucoup plus en profondeur si on avait eu le temps. Mais voilà, ce que je voulais, c'est je dirais qu'à un moment donné, c'est bien tenir compte de tous ces paramètres. Et vous pouvez être très bon sur un paramètre et puis pas sur l'autre. Si vous avez foiré un des paramètres, malheureusement, le résultat ne sera pas là. Des fois, on se dit, merde, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Il y a forcément quelque chose qui n'a pas été fait à un moment donné. Est-ce que vous avez des questions ? Rendez-vous à l'espace Bercy pour la conférence La permaculture. Oui, pardon. Oui, bravo, merci pour cet exposé clair et complet dans la limite des 20 minutes. Une dernière mesure, j'aimerais préciser, pour favoriser la production de glucides quand la luminosité de la lumière descend, c'est d'augmenter la longueur des feuilles. Bien sûr que tout le monde le sait, mais c'est facile sur un green de passer 3,5, 3,8 à 4,5, 5. Moi, je connais des golfs top niveau, ils sont tout l'hiver à 5.
On peut aussi tondre à la simplex en hiver quand on en a les moyens. Ça respecte un peu plus la plante et ça donne des tondes d'une bien meilleure qualité. Et sur les terrains de grands jeux, terrains de sport, y compris en Ligue 1, on peut très bien, au lieu de tondre à 22, voire 18 mm, tondre à 25. Hein. La LFP tolère et ne donne pas vraiment de mesures mini pour les tontes hivernales. Donc c'est quelque chose d'important puisque la photosynthèse est directement proportionnelle à la surface et donc à la longueur des feuilles. Et bien sûr, le choix de variétés rampantes, notamment dans les règles anglais, voire les fétuques élevées, permet d'étaler la feuille et d'avoir une meilleure couverture photosynthétique. Ça, c'est aussi des choses que le progrès génétique a pu apporter à la culture intensive des gazons. Merci Hervé. Il y a d'autres questions? Bon, on est un petit peu à la bourre sur le timing. On va laisser la place à l'intervenant suivant. C'est un peu empilé. Merci.